Salut à tous! Allez, c'est parti pour un nouveau live où je vais vous présenter l'actu que j'ai trouvé croustillante. Donc Benoît a trié pas mal quand même. C'est un peu lui qui a fait tout le boulot. J'ai envie de dire un peu comme d'habitude. Mais du coup, on a pas mal de vidéos YouTube qui sont intéressantes à regarder ensemble, ou en tout cas à vous présenter, que vous pourrez regarder de votre côté. Ça, c'est chouette. Salut Domingo! Salut Train Gourdin! Alors, Train Gourdin, je rappelle, c'est Benoît, hein. Donc s'il parle, s'il dit ouais, le son n'est pas terrible, machin, il critique pas, c'est juste qu'il est pointilleux. Salut Domingo, comment ça va? J'espère que tout va bien. Donc du coup, je vous remets le sommaire dans le chat. L'idée c'est de débriefer toutes les vidéos qui sont sorties. Aussi aller faire un tour sur les perfs des Français au WSOP. Bref, on va passer un bon moment. En tout cas moi, je vais en passer un. Je veux juste commencer par vous parler de Poker Detox qui a annoncé son nouveau bootcamp. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bah mince, je pensais l'avoir mis en favori. Et donc c'est cool. On en a beaucoup parlé parce que Benoît a eu accès au contenu et il a trouvé ça hyper intéressant, avec notamment le pop-up euh, du bootcamp pour End2Not, où l'idée c'est d'aller voir, pour les élèves ou ceux qui l'ont acheté, d'aller voir leurs statistiques avec la cible en termes de fréquence de ce que Poker Detox préconise pour pouvoir exploser le field. Donc ça, c'est un super pop-up. Et d'ailleurs, si je vous en parle, c'est parce que sur notre Discord, on a Bobby qui nous a demandé des infos sur comment un peu utiliser End2Not, quel pop-up acheter, etc., etc. Nous, on en utilise plein. Nous, quand je dis nous, c'est la team MDA de Poker Crusher. Mais c'est vrai que du coup, on aurait pu vous les présenter plus en détail avec notamment les prix et aussi vous dire que on essaye de vous proposer des affiliations. Admettons qu'un pop-up coûte $300. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir vous proposer un code promo qui vous reviendra à payer le pop-up $300, mais sur lesquels on aura un retour, pas sur investissement, mais en gros, on encaissera de l'argent et ça permettra de financer la chaîne, l'achat des nouveaux pop-up, l'achat de data éventuellement, l'achat de de nouveaux membres pour remplacer les anciens qui servent à rien, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions et on va essayer de vous proposer des affiliations qui seront claires, que vous allez retrouver sur le Discord. Benoît avait été contacté, ou en tout cas est en contact avec Patrick Howard et Nick Howard pour le coup, mais pour Poker Detox, il devait être la personne qui gérait l'affiliation FR du bootcamp, où il devait traduire toutes les fiches, tous les cours. Mais finalement, il a décliné l'invitation parce que il n'avait pas le temps de s'en occuper et de s'occuper de la chaîne Poker Crusher. Donc, mais pour autant, il est prêt à répondre à vos questions si vous en avez et, euh, et à vous aiguiller sur comment acheter la formation. Sachant que par exemple, le bootcamp, c'est donc chaque jour un thème spécifique travaillé, des conf calls groupés. Je crois que c'est $1 300 avec un remboursement si vous intégrez la team de CFP, parce que l'idée pour eux, c'est de former des joueurs et qu'ils intègrent le coaching for profit en high stake et de 200+. Donc ça, pour le coup, on y revient à chaque fois, mais c'est important pour nous parce qu'on adore ce que propose Poker Detox, on s'en est inspiré pour vous proposer les différents cours qu'on a proposés jusqu'à maintenant. Et donc du coup, on suit la actualité. Attendez, j'ai un message sur Discord. Ah ok, ça n'a rien à voir. Le camp d'entraînement de 30 jours de juillet est arrivé. La plupart des micros et des joueurs à petite mise n'ont pas un problème de talent aussi important qu'ils le pensent. Il y a tellement de penseurs, d'éducateurs, de constructeurs et de créateurs talentueux dans le monde. En fait, chacun est considéré comme un expert par quelqu'un d'autre. Bon, après, ça c'est la traduction. Hello Germain, une info de dernière minute. Alex, RTA rejoint PA. C'est sur le site. Yeah! Trop cool ça! Vas-y. Salut Didier! Donc voilà, Poker Detox, on va vous relayer toutes les infos qu'on va avoir, on va proposer de l'affiliation et on est très fiers de ça. Parce que, en plus, beaucoup d'entre vous vous demandez comment financer un peu la chaîne. Et du coup, ça serait le moyen. En gros, tout ce que vous souhaitez acheter comme formation, passez par notre lien. Et du coup, vous paierez pas plus cher et ça nous fera un petit peu de sous. Alors, Poker Academy. Alex RTS rejoint. Alex RTS, donc on l'a reçu.
actualité. Alex, nouveau coach Pokémon. Alex Tech chez PA. Yes. Et bah c'est trop bien. Donc Alex, allez voir sur la chaîne YouTube. Il nous avait fait une super interview. J'avais eu affaire à lui à l'époque où j'étais en CFP avec Yolan. Il était intervenu, il nous avait fait un coaching où en fait lui il expliquait comment en fait il utilisait PioSolver, comment il node-loguait les stratégies pour exploiter le field. Par exemple, il avait la situation qu'on avait solvée, c'était en gros si vilain open et défend trop ses PP en 3 bêtes pour hoop, comment on peut le mettre dans la merde en utilisant tel ou tel sizing. Et en fait, on s'est aperçu qu'en utilisant des micro-sizing qui l'obligeaient à call-fold, on pouvait vraiment le défoncer à partir du moment où on identifiait que vilain openait et collait trop les PP. Et en vrai, c'est assez facile. À partir du moment où on voit une paire de 2 au showdown UTG bouton, bah du coup, on peut parier que il va avoir beaucoup trop de PP dans sa range d'open call. Bref, et après, il a lancé sa team en CFP. Et tous ceux que je connais qui l'ont intégré en sont très, très contents. Donc, coach 4 game, il joue la 100 à la 600. Je crois qu'il joue un peu plus. Voir ses pitchcos. Sa première vidéo gratuite. Yes! Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo chez Poker Academy. C'est le 29 juin 2023, donc c'est aujourd'hui. Yes! C'est ma première vidéo sur ce site et je suis très content de rejoindre l'aventure. Ah, ça déchire. Mais je vais la regarder, la vidéo, je me la mets dans les favoris. Bon, je vous mets le lien dans le chat. Merci Kaiser Sosé pour l'info. On est très content. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter rapidement, étant donné que c'est ma première vidéo. Et par la suite, on va aborder un sujet qui, je pense, est intéressant. On va se mettre un petit peu... J'avance rapidos, mais je suis hyper intrigué par sa présentation et tout. Il a que 22 ans, il a déjà monté une team en CFP, il est hyper ambitieux, il est déjà parti à Malte et il compte déménager en septembre. À Londres, il est courageux. Et ça doit se ressentir au table. Il doit être très rigoureux, très résilient. Et c'est cool de voir des joueurs français au top comme ça. Et du coup, il y avait une autre vidéo. Salut Mike, salut. Il y avait une autre vidéo gratuite. Voir sa première vidéo, voir sa deuxième vidéo gratuite. Analyse d'un spot de EB contre 3 types de règles. Bonjour à tous, bienvenue sur PA, bienvenue sur ma première vidéo technique. Trop cool. Ah, c'est génial qu'il a rejoint PA. C'est une très belle recrue pour Poker Academy. Aujourd'hui, on va travailler le BVB et je vais vous emmener dans une de mes routines de travail, qui est d'aller chercher dans le trainer à trouver, de trouver des zones d'ombre dans mes stratégies. Si j'arrive pas, on va forcément en trouver in-game. Donc encore une fois, je pense que le contenu sera vraiment pour le mid-stake / high-stake. Les joueurs de NL10, NL20 sera peut-être un peu poussé, mais à partir de la NL50, je pense que ça va être intéressant. Écoutez, j'imagine qu'il va alimenter en contenu permanent, ce qui rentabilise du coup l'investissement de prendre l'abonnement Poker Academy, parce que du coup, vous avez des top coachs, Frodinou qu'on a déjà reçu. Et en fait, si par exemple Frodinou met 3-4 vidéos par mois, si Alex RTS en fait de même, du coup, l'investissement mensuel est bien plus rapidement amorti. Donc, super nouvelle pour Alex RTS, très content pour lui. Et j'ai hâte de voir comment la communauté va l'accueillir. Avec beaucoup de bienveillance, j'espère. Donc voilà. Alors attendez, je m'étais fait un petit fichier bloc-notes. Ensuite, je vais vous parler, comme je vous ai mis dans le sommaire. Salut Xiaomi. Il y a un Français qui a gagné plus de 100 000 euros en 4 mois. Et en fait, il a retranscrit ça dans sa chaîne YouTube. Et j'ai découvert ça. Et j'ai trouvé ça génial. Donc je vais vous la présenter. Fidèle Oscar, attendez, je vous la mets. Tu m'as motivé, je descendrai avec demain pour 4 jours de graines. Waouh, trop cool. Si tu veux, Xiaomi, tu vas vite la connaître, mais je peux te... Enfin, tu verras bien les réguliers.
au pire, on va même ça sur Discord, on en reparlera, mais ceux avec qui j'ai sympathisé, je te donne leur prénom et tout, et au pire, je peux même leur dire que tu débarques pour qu'ils t'accueillent bien, ils sont vraiment trop sympas, donc n'hésite pas à me contacter sur Discord. Et donc, Final Oscar, en fait, regardez, il a fait un petit challenge que j'ai pu regarder. Et où il jouait pas mal Unibet, il faisait en fait de la review de main, il présentait, il avait un Discord sur lequel il présentait ses jeux de kiff, un peu à la façon Lolo de chez PMS. Donc je me demande si c'est pas un adepte de Lolo. Et au final, du coup, bah, il présente son challenge et il a fini Fait par un gagner. petit graphique sur Excel pour qu'on puisse regarder les... Et j'étais hyper impressionné par le volume qu'il envoyait. En plus de ça, il fait beaucoup de... Enfin, ses achats sont assez drôles à un moment donné, genre il a Assa 7, il a A7 sur Assa 7, il dit ah je relance pas parce que j'ai peur qu'il est carré. Enfin bref, il y a beaucoup de second degré d'ailleurs dans les commentaires, les gens l'ont pas compris. Genre mais tu crois vraiment qu'il peut avoir carré? Bah non mec. Mais du coup c'est vraiment cool à suivre. Des vidéos format assez courtes. Donc top. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que du coup je l'ai contacté pour le féliciter de sa chaîne YouTube. Et en retour il m'a dit qu'il a regardé un peu ce qu'on proposait chez Poker Crusher, qu'il aimait bien. Et donc du coup, il a accepté l'invitation pour une super interview qu'on programmera courant juillet, parce que pour l'instant, c'est pas possible. Donc, voilà. Du coup, je vous ai fait un petit On va le graphique. recevoir chez Poker Crusher. Si vous avez des questions à lui poser, mettez-les de côté. Ok, ça bug toujours autant. YouTube. Alors, je voulais juste voir dans gestionnaire des tâches si je peux pas prioriser la... Ok. Normalement, dans gestionnaire des tâches, je peux dire que genre ça soit prioritaire. Mais je sais plus comment on fait. Exapro ou Banzai? En fait, il joue surtout en cash game. Il a dit sur son challenge, il a fait 70% cash game. Il a joué un peu... il a joué un petit peu en spin, 100-200. Mais comment il fait pour faire une session perdante? Je sais pas trop, il nous présente... Il nous expliquera tout ça. Mais en tout cas, allez voir sa petite chaîne YouTube. Vraiment, c'est cool. Il fait de la review de main où il explique ça en thinking. Et je l'ai trouvé très très fort dans le jeu VS Fish. À mon avis, c'est là qu'il doit faire la différence par rapport aux autres règles. Il utilise des sizing vraiment pas conventionnels. Fait un petit graphique sur Excel pour qu'on puisse Il va pas regarder... l'après-midi. Voilà comment il fait pour faire une session perdante. Bah oui, Didier. Il bannit les meilleurs joueurs que lui et comme ça, boum. Non, mais après, je pense que au plus on a un edge sur le pool, au moins on subit la variance. J'en parlais en live, mais par exemple, Poker Live, il n'y a pas de variance si tu maîtrises ce que tu fais. Et online, c'est différent parce que tu as quand même moins de paramètres à analyser, mais je pense que tu peux limiter la variance avec une redline qui... Redline to the sky, comme dirait Alex RTS. RTS, c'est redline to the sky. À partir du moment où tu as une redline qui décolle, tu ne peux pas subir la variance parce qu'en fait, tu gagnes de l'argent sans aller au showdown. Donc tes bluffs te font gagner. Donc après, il y a du timing, bien sûr, mais tu peux quand même limiter la variance comme ça. Les joueurs qui ont une redline qui drop et une blue line qui monte, avec un win rate de genre 1 BB100, 2 BB100, eux, ils subissent de plein fouet la variance. Le mec qui fait 15-20 BB100, en fait, il ne la subit pas. Sa courbe, elle est comme ça. C'est juste, elle monte. Mais par contre, t'es trop gentil, Germain. Ouais, c'est possible. Mais par contre, il faut pas... Après, c'est le biais du survivant. C'est pas parce que certains y arrivent qu'on peut tous y arriver. Ça se trouve, ils bossent beaucoup plus. Ça se trouve, il y a des compétences que nous, on n'a pas, etc., etc. l'évolution. Fait un petit graphique sur Excel pour qu'on... C'est pas une décision facile quand on a juste nuts. C'est pas une décision facile, on a juste nuts. Bref, il est assez cool. J'aime bien son timbre de voix. Il a l'air très calme et tout. Donc, j'ai pas regardé toutes ses vidéos, mais j'en ai regardé quelques-unes. Et elles m'ont bien plu. Donc voilà, ça c'est cool. Donc en plus, ça me permet de faire la transition avec l'actualité de Poker Crusher. Nous allons le recevoir. La date n'est pas fixée, mais dès que ce sera le cas, on vous tiendra au courant. Et aussi, j'en profite aussi pour vous dire qu'à 16h30 avec Benoît, on reçoit un joueur MTT qui fait partie de la team ATM et qui viendra nous parler justement MTT, les spécificités du format par rapport au cash game, le mental, la logistique et, et tout ça. Et en plus, il a un site de formation Paragon Poker. Donc ça, c'est à 16h30 sur la chaîne Twitch. Donc voilà. J'ai teasé ce que je voulais. On va continuer à surfer sur les vidéos YouTube qui sont sorties. Non, on va les faire un tour, tenez, sur les résultats des Français au WSOP, ça va aller rapidos. Il y a Florian Ribouchon, qui a malheureusement perdu en heads-up, qui a pris 1,2 million sur un buy-in à 1005, je crois. Le millionnaire maker. Donc imaginez le pool. Il devait être énorme. Je sais pas comment avoir l'info du nombre de joueurs.
On peut aller voir le nombre de places payées. Et on en déduira... Ouais, il y a déjà au moins 500 places payées, donc du coup au moins 5000 joueurs. Waouh! Ah ouais, il y a 1500 joueurs places payées, donc plus de 1500 places payées, donc imaginez le nombre de joueurs qu'il y a dans le pool. Et du coup, bah malheureusement, il a trébuché au pied du... Pas au pied du podium, mais au pied de la plus haute marche du podium, mais en vrai, bravo à lui. Et du coup, il disait dans l'article que c'était du coup, il faisait x10 son lifetime gain. On va aller voir. Et Florian Ribouchon, je crois que c'est un joueur que je voyais souvent faire des perfs. Il avait l'air d'être très régulier. Bon, après, j'imagine qu'il joue ouais, à TM 1 million 1. Donc ça, c'est sans compter sa perf d'hier, je pense. Best live cash, non, 1 million. Et voilà, il était à 100 000 $ de gain, parce qu'il est passé de 1 million à 1 million 120. Il était genre à 117 000. Et du coup, il est passé à 1 million, et du coup, il a fait un bond dans la all-time monalist, 77e français. C'est un faux gentil. Donc bravo à lui. Il y a aussi Julien Sidbon, que pour le coup, j'adore. Je sais pas pourquoi, je l'ai croisé une fois ou deux dans les événements, je le trouve hyper charismatique, très calme, très humble. Et pareil, du coup, bah, il avait déjà fait une table finale. Et cette fois-ci, il finit deuxième. Il n'est pas passé loin d'un nouveau bracelet français. Bon, par contre, GG à lui, hein, il prend 400K sur un 3K freeze out. Donc je pense que ces WSOP sont déjà réussis. Même s'il peut buy des high rollers, hein, il peut buy des 25K, il l'a fait sur certains événements, je crois. Et après, ben, je sais pas trop quoi d'autre. Il y avait Fit aussi qui était pas mal, le 10K 7K, on va aller voir. Comment ça a fini pour lui. Il est toujours en lice, 9ème sur 17. Avec Jorbanovic, Daniel Granou, Mike Thorpe, le nageur australien. Non, bien sûr, c'est pas lui, hein. C'est Yann Thorpe. Chino Rim, Mike Matusso, ouais, le vieux de la vie. Hein. Bah, Brian Kinney, on se demande pourquoi il joue encore, lui. Avec des affaires de triche qu'il a. Donc ça, c'est chouette. Bravo et good luck aux Français. C'est toujours agréable, en fait, de savoir que les Français chippent des bracelets. Je sais pas pourquoi, mais côté chauvin, j'imagine. Donc voilà. Ensuite, pour vous parler des nouvelles vidéos YouTube, alors il y a celle de Saulo Costa, qui est sortie, que j'ai regardé, donc je vous ai fait un petit sommaire, un petit débrief, donc ça va aller vite. Attendez. Hop, je mets en grand. Bah, il a l'air de sortir une vidéo par semaine, donc j'imagine qu'à chaque fois, dans le Poker Actu, on parlera de cette nouvelle vidéo. Ever since I started in poker, I've heard all kinds of popular wisdom. En gros, il explique que depuis qu'il a commencé le poker, il a 4 préjugés que les gens véhiculent, mais de manière unanime. Et en fait, il se demandait, mais est-ce que c'est réellement le cas? Alors, pour vous spoiler un petit peu, si vous regardez la vidéo sans vous faire spoil, coupez le son, mais en gros, le premier préjugé, c'est personne ne bluffe en low stake. Donc, il a été voir dans les datas, il a pris la data de ses élèves en N50, et il a regardé. C'est très facile à comprendre les fréquences de bluff. Il suffit d'aller voir River, à partir du moment où il y a eu Showdown, dans N2Not, on peut aller voir la fréquence de R. Et si celle-ci est supérieure à l'inverse de la MDF, ou en tout cas à la proportion de bluff qu'on est censé avoir, par exemple pour un bet pot, on doit avoir 33% de bluff. Et ça, c'est des calculs qui sont très simples. D'ailleurs, on peut même télécharger son petit récapitulatif de toutes les fréquences, tout ça. Hop, you will receive the sheet in your email. Là, je l'ai pas su encore. C'est pas très grave. Donc, allez voir cette vidéo. Donc, en fait, on s'aperçoit que, en fait, les mecs overbluff, quoi. Overbluff river. Et en fait, on imagine que les mecs, c'est des joueurs serrés parce qu'il y en a dans le pool. Mais comprendre, en fait, que on a toujours cette
cette manière de penser qui n'est pas objective. Par exemple, un fiche va nous faire un call bottom pair, on va penser que du coup, tous les fiches ne fold jamais rien. Mais c'est faux, parce qu'on peut pas déjà savoir ce qu'ils fold, probablement qu'ils sont capables de fold des top pairs versus des sizing spécifiques, mais franchement, on ne voit pas ce qu'ils fold, et qu'on voit ce qu'ils call. Du coup, on fait des généralités qui sont complètement biaisées. Il y a que la data qui peut nous permettre de tirer des conclusions. Donc ne tirons pas de conclusions de manière hâtive, et mettons-les dans la data. En tout cas, nous, avec PokerCochon, c'est ce qu'on adore faire. Il dit à 4 minutes un truc intéressant, c'est quelque chose que vous devriez avoir en tête, quelque chose de logique à nous. Information from your mind, and that's what most people do. And there's a major problem here that is an effect of rep psychology, which is that negative Ouais, il faut que je rachète de l'arme. En gros, il dit que le joueur qui est 70 de vie... Hey, salut Senku, cool, je t'envoie de la force pour l'actu aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Bon, t'as vu, mon t-shirt, en fait, il est pourri. C'est vraiment un teaser tout pourri. Mais par contre, tu m'as coiffé. En gros, il dit que comprenez bien que les joueurs qui ont 70 de VIP auront une proportion de R river bien trop importante, ce qui fait qu'ils vont forcément overbluff. Contrairement à un mec qui est 10 de VIP, qui se retrouve à « Hey, salut Armand! Bienvenue dans le stream où on débat de l'actu. N'hésite pas à nous envoyer de l'actu si tu en as, je me ferai un plaisir de la partager. Hein. Et donc du coup, il dit pareil, un joueur qui a 10 de VIP, river forcément qui va underbluff, parce qu'il aura une range beaucoup trop strong, arriver river, donc il n'aura pas assez de combos à sa disposition pour éventuellement overbluff. Donc corréler le VPIP de vos adversaires avec leur potentielle fréquence de bluff. Le VP, peut avoir un VPIP 70 qui bluffe jamais river, c'est possible. Mais il peut aussi avoir un VPIP 70 qui bluffe genre 10% de sa range river, 10% de ses R, mais c'est énorme parce qu'il a trop de R. Et il y a aussi des VPIP qui bluffent tout leur R. Donc apprenez à les reconnaître via la prise de notes. Et surtout ne pensez pas que dans les low stakes, ça underbluff. Parce que Solo Costa nous a prouvé, si vous regardez la suite de la vidéo, que c'est faux. feelings or negative outcomes. Ensuite, le deuxième préjugé que la plupart des gens prônent. Hey, Raisin Bluff! Salut! Bienvenue! Le deuxième préjugé, c'est que les joueurs de SLX sont équilibrés. En fait, on imagine que les joueurs de 500+, sont des très très bons joueurs. La preuve en est, par exemple, c'est que nous, en tant que joueurs français, les bons joueurs qu'on voit en Twitch, etc., c'est Armand, Yolan, des joueurs qui sont extrêmement compétents au niveau GTO et qu'on imagine imbattables. Mais c'est pas représentatif de la plupart des joueurs qui jouent ces limites-là. Il y a des joueurs qui jouent ces limites-là qui sont bien plus déséquilibrés. Et c'est pas parce qu'ils sont déséquilibrés qu'ils sont pas mauvais ou quoi. C'est juste que chacun est déséquilibré d'une manière particulière et que vouloir les exploiter chacun d'entre eux demanderait un travail incroyable. Mais c'est possible, mais ça demanderait trop de temps. Donc, en gros, la conclusion, ce serait de ne vous en voulez pas de ne pas être équilibré dans un spot. Si vous constatez un déséquilibre chez vilain, ben, allez-y de manière radicale, défoncez-le, et n'ayez pas peur qu'à l'inverse, les gens vous défoncent parce que quand vous CBT un tiers, vous avez trop de bluff, parce que vous mettez trop vos bonnes mains dans le 3/4. Avant que les gens s'en rendent compte, il va s'en passer du temps. Par exemple, si vous êtes un joueur compétent de votre limite, LL50, LL100, LL200, même LL20, essayez de constater le temps que vous passez à league-find de vos adversaires. Vous faites partie des meilleurs, vous êtes un bon de votre limite, et est-ce que vous y passez autant de temps? Est-ce que vous aimeriez avoir plus d'infos? Je pense que la réponse est oui. On aimerait avoir beaucoup plus d'infos sur nos adversaires, et pourtant on a toute la data à disposition. Il suffit d'aller mettre dans le tracker, on fait prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour pour aller league-find les gars, et en fait c'est un boulot qu'on ne fait pas pour la plupart. Et du coup la probabilité que le pool le fasse est très faible. Il y en a un ou deux qui vont le faire, plus que les autres, mais ce sera au détriment du travail sur les solvers, etc. Donc, penser que les joueurs sont parfaitement équilibrés est une grossière erreur. Et d'ailleurs, Saulo Costa, pour le prouver, il a pris la data de ses bots qu'il a fait tourner, ses bots GTO qu'il a fait tourner les uns contre les autres. Et en fait, il a constaté, non, je suis bête. Il a regardé les écarts de fréquence et on voit que, du coup, en gros, le fil de 501K, overfold et under aggress, comme en 100, comme en 200, comme en 500, comme en 1K. Donc voilà. Ensuite, son troisième postulat, c'est un postulat général qui dit qu'en fait, on s'en fout de la red line. Ce qui compte, c'est la green line, c'est l'argent qu'on gagne de table. Peu importe l'orientation de notre red line, à la fin,
le bilan, il se fait sur la green line, en gros notre courbe de gain. Donc, doit-on s'en foutre de cette fameuse red line? Et il va mettre le nez dans les stats, il va faire des alias entre les règles agressifs et les règles qui le sont moins, et il va regarder le win rate général de ces joueurs-là, et il va en tirer des conclusions de savoir si effectivement on doit se focaliser sur la red line ou pas. Alors, il y met des guillemets en disant qu'effectivement, il faut aussi prendre notre profil de joueur en compte. Si on est un joueur plutôt conservateur, c'est compliqué d'aller contre nature, et il nous encourage pas à aller contre nature. Par contre, si on est plutôt de nature curieuse, et on souhaite avoir la meilleure stratégie dans tous les spots et maximiser notre win rate, dans ce cas-là, le fait de focaliser la red line, en gros, lever vient de l'agression, de la red line et de la profitabilité de tous les moves qu'on entreprend. Dans ce cas-là, il faut absolument la focus et voir ce qu'il impacte. Notre fréquence de bluff catch, principalement. Donc voilà, on arrive au dernier point qui soulève. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, il va y avoir le WWSF, c'est la stat en gros à partir du moment où on voit le flop, combien de fois on gagne la river. Et donc du coup, c'est un facteur d'agressivité. Si on voit le flop 50% du temps et qu'on gagne le coup, c'est qu'on a une agressivité modérée, moyenne, voire bien. Si cette stat est en dessous de 47, bah, du coup, moins d'une fois sur deux, on gagne le coup. En HU, je parle. Donc c'est pas top. Et donc les règles qui ont un WWSF en dessous de 47 ont un win rate moyen de moins 1,6 BB100. Donc en gros, c'est des règles backers pro, quoi. C'est des mecs qui gagnent grâce à la back. Tous ceux qui ont un WWSF au-dessus de 50 ont un win rate moyen de 5,3 BB100. Donc au moins 6 fois plus important. À peu près. 5 fois plus. Bah, 6 ou 7 fois plus. Faudrait faire la conversion. Et pareil, il regarde la stat de Bet River. Si on a moins de 40% de Bet River, alors le win rate global sera de 1.4 BB100. Si on a plus de 42% de Bet River, la stat sera de 3 BB100. Donc là, on arrive à une stat, un win rate qui est du simple au double. Donc en gros, l'agressivité est bien corrélée au win rate. Même si vous pouvez en foutre partout et perdre des tonnes si vous ne maîtrisez pas ça. Donc voilà. Ensuite, le quatrième postulat, c'est que personne fold dans low stake. On voit les vilains faire, et du coup, c'est un peu, ça revient à ce que je vous ai dit en 1, c'est qu'on voit les mecs, call de la merde, et donc, du coup, on imagine que tout le monde call de la merde, alors qu'en fait, quand on regarde les datas, si on voit que, par exemple, versus un bet pot, le vilain doit, call 50% du temps, et si il ne call pas 50% du temps, s'il fold 53%, 40, 53, 54, 55%, dans ce cas, nos bluffs gagnent de l'argent, et on doit tout passer, nos R dans les bluffs. Et encore une fois, il le constate dans les datas, comme nous on le fait avec Poker Crusher, et il s'aperçoit qu'en low stake, les gens foldent trop. Comme en high stake, comme partout, c'est des biais cognitifs qu'on a tous. C'est parce qu'on a tous cette processus de réflexion inné ou instinctif qui fait que ça demande des efforts, ça demande du courage d'aller bluff catch, etc., etc. Et donc du coup, à partir du moment où on n'est pas game, où on n'est pas en place techniquement, et ben on va pas aller trouver des bons bluff catch, etc., etc. Le red line, c'est surtout mettre ses jetons en dernier les spots. C'est pas uniquement l'agressivité, contrairement à ce qu'on pense. Ah, intéressant. C'est surtout de mettre ses jetons en dernier. Ok. Ouais, parce que ça, ouais, il y a aussi le fait de bluff catch. À partir du moment où on prend des bêtes, si on fold trop river, donc en gros, on ne met pas les jetons, on pousse pas les jetons pour catch, du coup, ça impacte notre headline. Il y a le fait de 3 bêtes, de 4 bêtes. Si on 4 bêtes, vilain fold, ça impute notre headline. Alors que si on va au showdown en check en back, du coup, ça influe sur notre blue line, effectivement. Donc, il y a plein d'aspects, il y a plein de spots qui nous permettent d'avoir un impact sur notre red line. On peut les identifier. Le Costa a fait une super vidéo là-dessus, d'ailleurs, et Armand nous l'a expliqué plusieurs fois aussi dans pas mal de ses live Twitch. Je sais qu'est-ce que c'est. Destroy pool. How to redline, the smart way. Donc en gros, voilà, cette vidéo-là, je vous la mets dans le chat. Comment let's start another session here. Comment avoir une belle redline. Et en général, les vidéos de Saulo Costa... Alors celle-ci, je l'ai pas vue. Mais en général, les vidéos de Saulo Costa sont quand même top. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va parler d'un thème que j'adore aborder. C'est Charlie Carrel. Charlie Carroll. Pas vraiment. C'est pas que Charlie Carrel, c'est... Si tu check raise all-in des rivers pour la redline, ça monte. Yes, ouais, carrément.
voilà, tu peux faire monter ta redline au détriment de ta blue line si tu te fais trop catch. Mais dans tous les cas, ta redline ne sera pas impactée de manière négative. Elle pourra que up. Au pire, elle stagnera si tu gagnes pas les coups, si tu te fais catch, mais dans tous les cas, elle pourra que augmenter. C'est pour ça qu'on peut avoir des vilains, des fiches qui vont avoir des redlines qui sont belles, mais au final, ils perdent des tonnes. Juste les mecs, c'est des dégènes. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les facteurs globaux qui font fluctuer notre headline. Merci vraiment pour les précisions, c'est top. Donc, Poker Giraffe, une chaîne YouTube que Benoît vous a présentée. J'ai trouvé cette vidéo extrêmement intéressante. Comprendre que dans quasiment toutes les situations, la question à laquelle on doit répondre, c'est comment lever fluctue en pratique par rapport à la théorie. Comment je dois faire fructifier le lever de telle ou telle décision, de tel ou tel combo par rapport à ma décision, en fonction de tous les paramètres que j'ai pu observer. Le profil de vilain, etc., etc. Et quand on y arrive à bien y répondre, et ben, en général, on s'adapte dès la street d'avant pour pouvoir maximiser notre lever. C'est un peu comme quand Armand jouait contre Deep Solver, où il ajustait les différents cursus de ses attitudes d'agressivité des profils qu'il voulait affronter. Et du coup, il ajustait ses stratégies pour maximiser son lever. Et ben en fait, c'est ce qu'il faut faire en permanence. Là, par exemple, il présente Charlie Carrel comme étant un joueur très très compétent, mais qui dévie complètement de la GTO, qui du coup se rend complètement exploitable, mais pour autant, il gagne le table. Là, par exemple, ce coup, il y a... is one of the few high-stakes players who plays a purely exploitative style. Attendez, j'ai enlevé les chutes, j'avais regardé tout de suite. En gros, le spot, c'est OpenSB. Il fait un sizing small, 2.5 call. C'est bet small, flop, où il explique qu'en fait, il veut absolument être call par tous les SI Leroy, parce qu'il va être tour de barrel, et donc du coup, il va générer beaucoup de FE à la turn. 250% pot turn. T'as la stat River Call Efficiency qui est pas mal, aussi pour voir à quel point on est bon dans ses calls. One showdown, c'est sûr que c'est mieux d'être autour de 50%. Yes, la stat de River Call Efficiency, c'est une stat qu'on martèle sur le forum de Xister pour qu'il la développe. Ça fait des années qu'elle est en développement, mais qu'elle n'apparaît pas. Parce que elle peut aussi nous donner pas mal d'infos. Parce qu'on a l'impression que quand on call, on doit gagner une fois sur deux, ou il faut qu'on gagne profitablement. Mais en fait, c'est complètement faux. Quand on fait face à un petit size, on n'a pas besoin de gagner trop souvent. Si on gagne 25% du temps, on peut déjà faire des bonnes opérations. Et donc, du coup, probablement que si on checkait tous notre call river efficiency, on s'apercevrait que la fréquence serait bien trop haute. Genre, on call much pas assez. Et pourtant, on devrait, parce que les villas, quand ils nous proposent des petits sizes, on n'a pas besoin de gagner le coup trop souvent. Et ça, c'était Benjamin Chalot, qui avait fait ouvrir les yeux à Bibiatch, qui lui avait parlé de cette stat-là, et Bibiatch avait mis le nez dans cette stat-là, et il a dit, ah ouais, mais je suis à 50% de call river efficiency, c'est une catastrophe. Je devrais être bien plus bas, je devrais être à genre 30, 40, par rapport à la moyenne des bet size qui se prend dans la gueule river. Donc ça, c'est une stat qu'il faut absolument checker. Elle est pas dispo dans Xister, mais je pourrais la relancer. Pour qu'il la développe. C'est assez cool qu'Armand nous donne ce genre de tips, parce que en fait, c'est fondamental. Il y a quelques stats qui sont fondamentales qu'il faut connaître. Le WTSD, en fait, c'est un degré d'agressivité. Pareil que Xister, malheureusement, n'a pas développé, mais bon, ils vont essayer de le faire. C'est où... Et en fait, bah, c'est très facile. À partir du moment où vous corrélez 2-3 stats de vos vilains, le WWSF, le WTSD, et ben en fait, vous connaissez sa CSitude, sa longitude et son degré d'agressivité. Et du coup, rien qu'avec ces deux stats-là, vous pouvez déjà faire de gros exploits. Pas de nouvelles à ce jour pour cette strat. Il y a 1 mois et 2 semaines. Donc on la relance. C'est même moi qui ai lancé le sujet. Donc j'étais à 1.13 en 6 max et 1.15, 1.20 en HU. Ah, je pensais que c'était en pourcentage. Non. Call River Efficiency. Ah d'accord, du coup c'est à 1 et genre... Ok. Et donc l'idée c'est d'être à 1. 1 c'est bien. 1.13 c'est pas assez. Genre tu calls... Tes calls sont gagnants. Mais du coup, si t'es à 1, c'est encore mieux. Tu gagnerais plus d'argent à être à 1. Parce que du coup, comme tu calls à 1.13, les 0.13 d'écart, c'est ce que les bluffs que tes vilains, la partie des bluffs qui print des joueurs que tu affrontes. Je pense. Mais je suis pas sûr de ça. Tu pourrais nous redire. Donc voilà, Charlie Carrel. He's not afraid of calling you down Il a fini par call, du coup, il check call push river. Et en fait, if he thinks you're bluffing.
Poker regardless Giraffe détaille en gros le spot, et en fait il explique comment Villain doit s'adapter par rapport à ce qu'on sait de Charlie Carrel. On sait qu'il est capable d'utiliser 250% pour turn, et donc comment ça influe sur notre stratégie dès le flop. Si on sait que la turn, il a ce move dans son arsenal. Du coup, on va beaucoup moins raise de 5x, forcément. Déjà pré-flop, on peut déjà un peu moins de 3 bêtes de main strong. Bref, il y a des adaptations à faire en fonction des leaks of what the solver par rapport à comment notre vie fluctue en pratique par rapport aux leaks de Villain comparé à la théorie. C'est une question que vous devez toujours vous poser. But what exactly was his thought process behind the call? Et Let's du coup, la take a vidéo, elle est peek juste into the géniale. Elle dure 11 minutes. Et elle est très concise. En fait, il explique en gros quelle partie de notre range, quel combo dois-je être joué différemment parce qu'on joue contre Charlie Carrel et pas parce qu'on joue contre un bot GTO. Et ça, c'est des when faced with a seekings que vous devez avoir tout le temps. second barrel. So how can we protect ourselves against someone like Charlie, who is double barreling all his air? Comment se protéger contre quelqu'un comme Charlie qui a tendance à te barrel beaucoup ses airs? Ouais. Et des fois, l'adaptation n'est pas hyper intuitive, et c'est pour ça qu'il faut la bosser dans les solvers, pour ensuite, une fois qu'on fait face à ce genre de profil, qu'on sache comment manœuvrer. Well, one way would be to actually make the distinction between Ace-4 and Ace-8. Unlike stronger Ace-X, which has a bit more showdown value, weak Ace-X has some pretty good properties for raising. Typiquement, en gros, il dit que les low A6, qui sont probablement des mains qui vont générer de la FE au flop, sont plutôt bonnes à raise, parce qu'en tous les cas, on va se prendre un par pain turn, et si c'est pour les folds, autant les raise un petit peu, contrairement aux meilleurs A6, qui là, pour le coup, pourront catch. Only do we fold out some hands that have us completely crushed, we also deny a Et en plus de ça, à partir du moment où on raise As6, bah lui, on lui fait fold des As8, des As9 et des As10. fair amount of accuracy. Et toute cette partie de range-là, qui, potentiellement, pourrait nous débarrel et nous mettre en PLS. Against hands like Jack-9 and 10-8. Combos that we conveniently On n'a jamais une clairvoyance absolue sur la stratégie de notre adversaire, à part s'il Twitch, etc., s'il est connu. On n'a jamais une clairvoyance absolue. Mais pour autant, il faut unblock. faire des postulats, faire des suppositions. But most importantly, by raising our weakest Ace-X and King-X at some frequency. Après coup, je vais vous montrer une vidéo de Baki en live où il y a un spot qui résout pré-flop, et on va revenir sur la fluctuation des EV dans ce spot-là, voir quel paramètres prendre en compte pour prendre une décision. We avoid saturating our calling range with high cards, making it much easier to defend versus. Et typiquement, il a fait aussi une autre vidéo, lui. Bah, toutes les vidéos sont bien, en plus elles sont hyper courtes. Bah, tu sais quoi, je vais voir. Où en fait, il parle de board covering, à quel point on devrait If you watch high The Myth of Board Covering, ça dure 4 you'll minutes. notice that we're supposed to raise Et en fait, il explique pourquoi il faudrait avoir des 7 et 6 shoots, 6-5 shoots dans notre range d'Open et RFI. Pourquoi il faudrait en avoir et pourquoi il ne faudrait pas en a avoir. low Et à votre frequency avis, ça dépend de quoi? Roulement de tambour. S'il y en a un qui veut donner son avis, en gros, quel est l'argument principal qui va nous donner envie d'open 7 et 6 shoots versus vilain bébé, par exemple? Et qu'est-ce qui, du coup, à l'inverse, ne donnera pas envie de l'open? of Et en gros, l'idée, ça va venir... Il parle de MDF maximum défense fuck et non pas de minimum. Pendant qu'on parle de bluff catch river coefficient. Ouais. Moi, je me sers de la MDF pour aller chercher le chiffre inverse. Du coup, le maximum. Du coup, j'inverse les deux, les termes. Mais... salut Ghost! Si je sais que la MDF c'est 30, bon bah du coup l'inverse de la MDF est 70, donc du coup c'est comme ça que je calcule le V des bluffs. En gros l'idée c'est qu'on open cette décision à partir du moment où on sait que vilain est capable d'être hyper aggro sur les low boards. Si par exemple on détecte que vilain donc bet les low boards, donc bet c'est tout 3 bêtes quand on le raise, etc. Si vilain il va avec panache sur les low boards, on doit avoir ces mains-là, ces combos-là pour se défendre. Si par contre c'est pas le cas, comme la plupart des joueurs en fait, qui sont trop honnêtes, et ben en fait on s'en fiche complètement d'avoir ces combos dans notre range par souci de board covering. Donc en fait, encore une fois, on va se poser la question comment le V de cet open va fluctuer en pratique par rapport à la théorie, et on va s'interroger sur la stratégie de vilain, s'il est trop weak, s'il est trop agressif, etc. sur tel ou tel board. Et maintenant, avec les outils qu'on a à notre them disposition, we had.
On peut vraiment le Our savoir. opponent would still play Là, typiquement, il demande lever de As, As, Roi, Roi, si vilain sait qu'on a ces N-là, et si on les a vraiment. Donc, du coup, c'est hyper cool de se poser ce genre de questions. Genre, en gros, si vilain le sait et qu'on les a, si vilain ne sait pas et qu'on les a, et si vilain sait qu'on les a pas et qu'on les a pas. Et on voit à quel point ça influe nos autres combos, etc., etc. Et donc, du coup, il en émerge une stratégie globale. Mais ça, c'est encore une fois, se poser la question, comment fluctue le V en pratique par rapport à la théorie, et pour les top règles comme Armand, eux, ça va être la question qui se pose, c'est comment aller chercher la MES, comment ils vont maximiser leur EV dans la plupart des spots. Ce qui au final revient à la même chose, mais c'est dit d'une manière différente. Donc la fluctuation des EV, posez-vous tout le temps cette question. Comment je vais faire fluctuer le V? Si on sait bet un tiers versus tel ou tel profil, est-ce que c'est mieux que check back? Ouais, mais du coup, si check raise trop, dans ce cas-là, il vaut mieux un tiers into 3 bêtes no R, ou est-ce qu'il vaut mieux check back no R? Comment ça fluctue par rapport à la théorie, etc. Et ça permet aussi d'aller ouvrir les solvers, d'aller regarder, d'aller égayer notre curiosité, et donc du coup de progresser de ouf. Donc ça, c'est chouette. Alors, il y a pas mal d'autres vidéos que je vais vous proposer récemment. Alors ça, c'est une vidéo que Benoît m'a envoyée, mais je l'ai pas regardée. Waouh. Ah ouais, elle dure très longtemps. Bon, c'est un podcast, on dirait. Est-ce que Or il y a maybe des... certain mental struggles that they run into. Very good question. Yeah, I think it impacts you a lot, especially starting out. If you come C'est from quoi? a background of no money, I definitely had no money all my life. It creates like a Ça very dure très limiting longtemps. construct of what Je you vous mets think is le lien dans possible, la... and you think very survival based. Un des So meilleurs like pay podcasts. bills. Ok, Benoît l'a regardé et du coup il a trouvé ça hyper intéressant. Donc bon, ça parle de G2 Wizard et tout. Si je traduis un peu les thèmes. Alors, oui. Mais Coup de chapeau à notre sponsor G2 Wizard, les leçons de motifs à tirer de la pratique des sports d'équipe, l'importance d'être présent dans le moment présent, l'état d'esprit qui consiste à ne pas se laisser piéger par le jeu, fantaisiste, pourquoi Mathieu n'était pas satisfait de jouer en 200, les moments difficiles, le fait d'être en mode survie, de devoir décider quelle facture payer, ce qui a attiré Mathieu vers le poker et ses attentes initiales, ne pas avoir de modèle et la mauvaise réputation du poker au Brésil, se battre avec des objectifs et se concentrer sur la croissance, comment l'association des gens avec l'argent influence le début de leur carrière, la transition vers le statut de joueur professionnel. Ah ouais, c'est top, c'est vraiment le genre de thème qu'on adore aborder chez Poker Crusher, donc effectivement ça va être intéressant. Merci à Benoît pour le partage. On arrive sur une petite pépite de la team ATM qui nous propose des vlogs sur leur parcours au Tu sais que t'es WSOP. jamais en danger Avec et tu Biatch. peux passer sur des grosses décisions. Hier, justement. Et donc du coup je l'ai regardé en mangeant tout à l'heure et franchement c'est cool, Bibiat, je l'adore. En fait, hier, c'était la stat. Alors c'est du MTT, mais... J'ai mis de l'argent devant. Et il y a en un gros, truc qui dès est qu'il a fait incroyable à des dire. spots un peu close, En gros, il était à 19 left de 400k et il bust peu de temps après à la reprise du day. C'était son premier deep run live. Et en fait, quel constat il fait de ça? Il dit ouais, bon, faut pas trop s'en fiche du long terme, etc. Il dit une perf comme ça peut changer la vie. bah, c'est en vrai, il y a pas, faut toujours relativiser le long. Et en fait, j'ai trouvé ça assez rigolo sa manière de voir les choses. En gros, il dit qu'est-ce qu'il aurait fait avec 400k et comment ça aurait changé sa carrière. Voilà, je vous laisse l'entendre dire. Long terme dans le poker parce que, évidemment, ça va se créer des opportunités. Ouais. Ah, Streamlabs, c'est très énergivore. J'entends mon PC qui fume. En gros... Allez, attends, je vais laisser l'opportunité à mon Mais quand PC. tu passes trop souvent à côté, au final, ben, tu t'empêches de passer à la vitesse supérieure le plus rapidement possible, quoi. En fait, en gros, au final, gagner une grosse somme au poker. Ah, il allait le dire. Allez, il allait le dire. Gagner une grosse somme au poker, ça permet de... Merci du follow, Pampavelo. Ça permet de... Comment je peux faire pour...
Je vais te virer des pages. C'est souvent un accélérateur de carrière. Ça permet de se faire coacher, techniquement, mentalement, le plus cher, avoir des opportunités plus importantes. Donc là, c'est Je trouve ça assez cool de penser qu'en fait, au plus on va gagner de l'argent, au plus on va pouvoir avoir de meilleurs coachs, entre guillemets. On va pouvoir défoncer plus d'argent. En gros, le mec qui prend 400K, il se dit, bah, peut-être que je vais pouvoir avoir de meilleurs coachs, investir 100K dans du coaching. C'est dire à quel point, pour les top joueurs, le coaching est important. Donc, nous, les joueurs de mid-stake, des fois, on rechigne un peu à prendre un solver parce que ça coûte 30-40$ par mois, etc., mais je pense que c'est pas vraiment une bonne approche. Alors après, tout dépend des objectifs de chacun, mais voilà, la différence entre les joueurs qui crushent et les autres, c'est que bah, ceux qui crushent n'hésitent pas à prendre des formations, à être équipés des derniers solvers, etc. Il y a vraiment qui, pour la vidéo sur les Open de Poker Giraffe, il y a aussi les fréquences de 3 bêtes qui vont changer les EV d'Open. Ouais, carrément. En early, 22, tout 5-5, très compliqué à jouer, en call 3 bêtes, donc fold. Clairement, si on joue contre des adversaires qui nous 3 bêtent trop, c'est une cata de les Open. On peut juste fold parce que là, le V, les Open en pratique est catastrophique par rapport à la théorie, parce qu'en fait, on va l'Open fold trop, et là, du coup, notre LN, en plus, elle va en prendre un coup. Donc fold. Or, 5-6 suit est capable, par exemple. Yes, techniquement, si les vilains ne 3 bêtent pas assez, ça change beaucoup les EV. Exactement. C'est pour ça qu'il faut connaître les fréquences théoriques. Et si on voit que, par exemple, vilain doit 3 bêtes, on va dire 12-13% au bouton hijack, s'il le fait pas, du coup, on doit open plus au hijack. Et après, à corréler avec la stat de SB, parce que si SB doit 3 bêtes, je sais pas, un certain pourcentage dans ce spot, et qu'au final, il 3 bêtes 3 fois plus, bon, bah, du coup, ça fait chuter le V de l'open, et il faut moduler avec tout ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est hyper intéressant. Et il a pas enchaîné avec la vidéo de 3 bêtes de Poker Guerilla. Est-ce que tu me l'as donné, Benoît? Sinon, balance-moi le lien. Poker Guerilla. Attends, on va aller voir. Bon, en tout cas, un petit vlog hyper cool à suivre avec l'habillage qui est toujours aussi charismatique, aussi cool, et qui a sa team de... Ah, c'est Yuri Peleg, Poker Guerilla. Ah oui, c'est vrai. Ah, bah, il fait du live play. Il y a 6 jours, il a posté une vidéo de live play en 200 NL. Bah, c'est cool, ça. Parce qu'en plus, sur GG Poker. Il faut que je change mon processeur, je crois. Parce que j'ai de la RAM, j'ai pas mal de RAM, mais c'est mon processeur, je crois, qui me limite dans le fait de pouvoir vous proposer des vidéos YouTube pendant que je stream. Je vais changer ça prochainement. More it looks like in this context. Super cool, moi j'adore regarder le live play. Il y a déjà Yolan qui nous en propose beaucoup en 6 max. Et allez voir parce que lui propose. Et il y a aussi un autre qui nous a proposé sur ACR, aussi en... Ouais, c'est ça là. Poker with Risk. 5000 abonnés. 5001 maintenant. Il propose du live play. Alors, tenez, je vous mets le lien hein, si vous voulez. Du live play si vous aimez ça. C'est toujours cool de voir les styles que les joueurs étrangers peuvent avoir. Bet Raceful, The Story of Online Poker, Full Movie. Yes, un super documentaire que Benoît m'a partagé aussi. Tiens, mais... Ah, Phil SN, il tweet beaucoup, lui. Ah, il tweet, il multitape de l'espace, donc ouais, forcément, je pense que ces live play sur YouTube seront en fait ces vidéos Twitch qu'il met à disposition sur YouTube. Donc c'est moins qualitatif que quand la personne, par exemple comme Yolan, fait du live play chez lui, ensuite monte la vidéo pour qu'elle soit beaucoup plus divertissante, etc. Mais ouais, Phil SN, très actif sur Twitch, donc il a sa chaîne Twitch aussi. Et je crois pas qu'il joue la 100 en chaîne cash, il joue que la 200, je crois. Peut-être à part le vendredi, ou à part quand il joue parce que le vendredi, il y a les bump pods qui sont doublés, etc. Mais ouais, c'est cool. Donc il y a lui qui propose du live play. Yuri et Yolan, c'est le top. Yes, Domingo. Ouais, carrément. C'est pour ça que ce serait intéressant d'aller voir d'autres, parce que d'un côté, on peut complexer un peu quand on voit Yolan jouer de la 200 et Yuri jouer de la 200, on se dit, ouais, mais on a des années-lumière de eux. Mais en fait, si eux, c'est les boss de fin, bah, il y en a forcément qui sont bien moins forts. Et en même temps, les mecs qui s'exposent sur YouTube, en général, sont quand même très forts parce qu'ils ont du contenu à vendre, etc., des formations à vendre. Donc, c'est en général les meilleurs qui se mettent en avant. Donc, ne pas penser que c'est représentatif du niveau général de ces limites. Il y a dans le carré qui nous a fait un beau petit blog. Voilà 2 semaines maintenant qu'on est à Vegas. Je peux vous le dire, franchement. J'adore cette ville. J'adore cette ville, mais le poker, ça se passe pas bien pour
Je crois qu'il est entrepreneur, il est pas joueur pro. Non, c'est sûr, il est pas joueur pro. Il a Pool Party, Erwan Pêcheux, savoir gérer le bad run, Z Chance, Dylan Check aussi, Adrien Guillon, tirer à la K47 avec Uzi, Bust et finalement, Libouzine Corbillard. Donc ça, c'est le programme de la vidéo. Donc on a de plus en plus de gens qui nous proposent des vlogs et j'ai l'impression qu'ils sont tous assez bien produits. En tout cas, le vlog de ATM est très bien produit. Le Xance, ça m'étonnerait pas que ce soit assez bien produit. Enfin, assez bien, c'est pas très sympa de dire ça, mais plutôt bien produit. Donc chouette, allez voir ça si vous cherchez du divertissement. Moi j'aime bien, je regarde ça pendant que je mange. En général, ça me permet de pas trop couper dans ma routine de poker. Parce que si je regarde par exemple un reportage Netflix, enfin une série Netflix, pendant que je mange, bah après c'est dur de m'arrêter pour retourner le grind. Alors que si je reste dans cette bulle poker, dans ma routine, en termes de logistique, ça me permet d'être plus performant. Mais ça c'est propre à chacun. Donc super reportage Bet Race Fold, The Story of Online Poker, que Benoît m'a partagé. Voilà la description. Je vais traduire la description. Pour des milliers de jeunes, le poker en ligne était plus qu'un jeu. C'était un mode de vie. C'était l'occasion de vivre complètement en dehors du système, de découvrir sa véritable identité, de s'enrichir en faisant quelque chose que l'on aime vraiment. Tous les éléments qui ont fait du poker une partie intégrante de la culture américaine tout au long de l'histoire se sont retrouvés dans le poker en ligne. Et ces francs-tireurs du poker du XXIe siècle ont contribué à faire entrer le jeu dans une nouvelle ère passionnante. Mais tout a changé le 15 avril 2011, le jour du Black Friday, lorsque le ministère américain de la justice a publié un acte d'accusation en l'encontre des principaux sites de poker en ligne aux États-Unis. À l'époque, c'était Fulton, avec Howard Lederer, je crois, et d'autres. Et a fermé le poker en ligne aux États-Unis. Soudain, ces professionnels de poker en ligne n'étaient plus des francs-tireurs, mais des hors-la-loi. Donc ils ont dû migrer vers d'autres destinations, etc., etc. Donc j'imagine que c'est un super reportage. N'hésitez pas, si par exemple vous regardez le Twitch en replay, du coup vous n'avez pas accès au lien dans le chat, mais venez nous mettre un petit coucou sur le Discord. Tenez, je vous mets le lien. Ouais, du coup ça sert à rien parce que du coup si vous êtes en replay, vous ne pourrez pas cliquer dessus, mais demandez-nous, tiens, comment tu peux me renvoyer le lien de la vidéo de tel ou tel sujet, et on se fera un plaisir de vous répondre. Et du coup, il est déjà assez tard. Je vais enchaîner par la dernière partie, je vérifie si j'avais autre chose à vous dire. Non. On va parler. Ah ouais, il y a aussi... Bon, au pire des cas, c'est pas très grave si je vous montre pas tout, parce que ça fera de l'actualité à promouvoir la prochaine fois. Un 100K heads up avec Doug Polk versus Kevin Rabichaud, le copain de Benoît qui l'a reçu pour une super interview. C'était il y a quelques temps maintenant sur la chaîne Poker Crusher. Donc, ils se font un petit heads up à 100K. Kevin Rabichaud qui est doublé ce en ce moment, je l'ai vu d'y prendre à 25K. Donc Doug Polk, spécialiste du HU, qui avait arrêté un temps et qui a l'air de revenir sur le devant de la scène. Je sais pas si Armand y a jeté un œil. Mais ça peut être rigolo de regarder ça. Alors, en général, moi, ce que je fais, c'est que je la regarde en vitesse accélérée, ce genre de vidéo. 1.5, 1.75. Sinon, c'est un peu long et... Voilà, pour le coup, ça dure 7 heures. Nope, il se joue un challenge. Ben, demande à Benoît. Benoît, tu sais, est-ce que tu as plus d'infos? 100K heads up, showdown, Doug Polk versus Kevin Rabichaud. Attends, je vais regarder la description. Kevin Rabichaud, je sais pas si tu connais Armand, mais c'est un super joueur. Je te dis, il avait dû coacher Benoît, j'imagine, pour que Benoît ait son contact, pour qu'ensuite il puisse lui proposer des interviews. Doug Polk a lancé un défi au monde, et Kevin Rabichaud a répondu à l'appel. Avec plus de 3,2 millions de gains en direct, Kevin est un défi de taille. Qui sortira ma cœur? Et la vidéo, elle a été diffusée quand? Il y a 19h, donc je pense que oui, effectivement, c'est bien un challenge. C'est marrant qu'il se fasse un challenge en live, parce que avant que ça converge, il va falloir du temps. Mais en même temps, c'est peut-être plus divertissant pour les amateurs de ce genre de challenge à regarder, parce que si c'était online, bah, peut-être qu'on s'y intéresserait moins. Donc, super, super. Le buzz du moment, c'est aussi Fiche 2013, Western Casino Live. Ah ouais? Trop cool, ça. J'ai pas eu l'info.
Doug Pog défie le monde. Ouais, bah après, je pense qu'il a une nouvelle masterclass à promouvoir. Il fait du show, les gens l'aiment bien. En plus, là, on voit que tout en haut à gauche, c'est son petit logo The Lodge. Donc c'est sa poker room. Donc voilà, c'est facile pour lui de se mettre. Enfin, il se met pas en danger financièrement puisque du coup, il a un peu stacké pour le faire. Et il a bien raison de le faire. Je trouve ça très malin. Je sais pas si c'est le mieux armé pour lancer ce genre de challenge en termes de technique et tout. Par exemple, il a fait un super challenge contre Negreanu qui était pas un spécialiste du HU. Mais en fait, je sais pas si les gens comprennent la difficulté de ce format et la spécificité du format. Ils s'intéressent uniquement aux résultats. Et donc, du coup, Doug Polk a défoncé Negreanu et les gens, ont été, genre, admiratifs de ça. Ok, on y en live. Yes. Donc, ouais, cool. Poker at the Lodge, ouais, donc ça, c'est la chaîne YouTube 5100 Game and de Doug Polk. Joey says he'll buy a piece. Ouais, c'est un peu comme le mec du casino Razvanov qu'on voit partout dans les parties high stake. Au final, il promouvoit de ouf son casino et c'est comme ça qu'il, plutôt que payer des millions en communication, bah il fait sa propre com et ça lui coûte au moins autant d'argent que s'il passait par une boîte de com, sauf qu'en plus il y prend du plaisir et de temps en temps. Tape Mikita HCL. Il doit les défoncer les fils, que je crois que lui, Baki avait pris du coaching avec Mikita Bediakowski à l'époque pour travailler le jeu VS Fish quand il a commencé le cash game. Donc je pense que allez, on va traduire la page. Il fait ses débuts au HLR Casino ce soir. Et c'était il y a 8 jours. Yeah. Un âge, je donne pas cher de sa peau. Ouais. C'est possible. Après, Rabichaud, je sais pas si c'est un spécialiste. C'est pareil, ils vont prendre un mec qui crush les high stakes, mais pour autant, on sait pas ce qu'ils vont dessus. Je peux pas imaginer qu'il sera bon pour le match. Je ne pense pas l'avoir jamais vu avoir l'air amusant à une table. Joueur incroyable, mais définitivement nul. Ouais, mais ça, on s'en fout, c'est les commentaires. Et bah, c'est cool, ça. Ça fait de l'actualité. Rabichaud, il jouait de la Zoom HU à l'époque. Ah, ok. Ok. Top, ça. Bon, merci les gars pour partager toutes ces infos. Chacun pourra, du coup, aller piocher dans l'actualité qu'il préfère. Du coup, à 16h30, on accueille le joueur MTT, hein, qui fait partie de la team Paragon, qui est une école de poker, avec une super formation en 90 jours, je crois. En tout cas, il va nous les présenter. Donc, il y a Bruno, Benjamin et Thomas, qui sont tous des anciens membres d'ATM, coach recrue team ATM, etc., donc des pointures. Et donc, ils vont nous parler MTT, je le rappelle, à 16h30 sur la chaîne Twitch. Dans tous les cas, ce sera dispo en replay. Et du coup, on va finir, parce qu'il est déjà tard, par vous parler du coup, ce qui fait l'actualité sur les chaînes YouTube FR, c'est Baki. Donc du coup, qui a fait une petite vidéo comme quoi il part à la conquête de l'Asie. Là, je suis quoi Crab 42A, ça me dit quelque chose, Crab 42. Je crois que t'en parlais avant, justement. C'est assez marrant de voir, en gros, ils expliquent qu'ils cherchaient un nouveau spot pour trouver des parties hyper juteuses. Et en fait, ils expliquaient que il a pas attendu, genre, il a acheté un billet d'avion le soir même pour atterrir dans un pays où au final il s'est mal renseigné, et en fait il n'y a pas de cash game, c'était interdit. Et tout ça pour dire que, des fois on est un peu frileux à essayer des nouvelles rooms, à shoot les limites, à sortir dans notre zone de confort. Et il y en a qui sont complètement décomplexés, et en fait du coup ces gens-là, ils auront pour la plupart une ascension beaucoup plus fulgurante. Nous, en tant que joueur de poker, on doit prendre des risques mesurés, mais on doit constamment faire preuve de courage, et Baki et Hugo, c'est ce qu'ils font en permanence. Mais, selon moi, ça après, va. voilà. Mais par contre, quand on est dans des endroits où il n'y a pas grand-chose, on est en manque de fou d'adrénaline. Et du coup, on a des idées de fou. Et donc, il se retrouve en Thaïlande. En fait, il s'était dit, il faut qu'on chope des parties privées. Donc, on va aller voir là où il y a des festivals NTT pour rencontrer des gens et se faire des contacts. Ce qui est plutôt une bonne idée. Et pas de cash game, c'est interdit. Ils ont fait des NTT, ils ont créé des contacts. Et c'est là qu'ils ont appris qu'au Cambodge, il y a des parties de fou. Je passais voir la nouvelle coupe de cheveux. C'est de la belle ouvrage. C'est ma copine qui me coupe les cheveux, qui a des coiffeuses, les gars. J'ai un mariage ce week-end de ma sœur, donc du coup, j'ai le costard et tout. Et c'est pour ça que j'ai une belle coupe de cheveux. Mais merci de me soutenir. C'est quand même cool. Kevin, c'est un gros nom HU. KHNTT. Ok. Hâte de voir le résultat du challenge. Donc voilà,
vidéo divertissante pour ceux qui apprécient le divertissement. C'est quand même, pour moi, la chaîne FR qui fait le plus de vues. Et du coup, comme on l'a dit la semaine dernière, donc sa chaîne YouTube s'est divisée en 3 parties, avec une partie où il parle de sa team, que vous pouvez intégrer, et où une partie il parle de ses de son actualité, et une autre partie où il fait un peu de débrief technique. Et donc dans la partie, justement, je me suis intéressé j'ai commencé à regarder tout à l'heure, enfin, ou hier pendant que je mangeais, parce que j'ai pas mangé 3 fois aujourd'hui, où en fait, il a attaqué un joueur de sa team, ou un abonné, alors c'est pas un gars de la Poker Army, mais d'ailleurs le gars c'est il se présente en début de vidéo, en fait c'est un sportif professionnel d'escalade, et du coup il voyage à travers le monde pour faire des compètes d'escalade, donc c'est hyper cool. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça, beaucoup de sportifs qui se mettent au poker dans les disciplines qui sont pas hyper bien rémunérées, où il n'y a pas une visibilité incroyable. Par exemple, les joueurs de ping-pong, les joueurs voilà, tous les sports qui sont moins médiatisés que les principaux. Bah, du coup, ils ont besoin d'un complément de revenu. Par exemple, je me rappelle que Loïc, celui qui a monté sa chaîne YouTube en spin, était genre classé à l'ATP en tennis, mais pour autant, il jouait en parallèle au poker. Peut-être pour une histoire de revenus complémentaires, ou peut-être pour une histoire de compétition, de compétitivité. C'est des gens qui veulent se prouver qu'ils sont les meilleurs, etc., etc. Donc, en général, les sportifs de haut niveau, quand ils se mettent au poker, ils sont très bons parce qu'ils ont quand même toutes les qualités pour y arriver. Et on parlait avec Armand de la fluctuation des EV en théorie par rapport en pratique. Et typiquement, la C5.5, il est assez incroyable parce que, en fait, on pourrait tout faire. Donc, il explique qu'il y a une option. Il est au bouton, il vient d'arriver à la table, il n'a pas trop d'infos. Et ça open 20 ici. Et du coup, lui dit, bah, en gros, ouais, je suis content d'overflat 5.5 ici. Et Baki lui dit, quand même, le mec, quand il open 20, en live, c'est assez éclaté parce que les mecs, ils ont un panel de sizing d'open assez large et ils vont open cher proportionnellement à la force de leur main. Donc, typiquement, il peut open 70 avec As-As, 45 avec 2 valets, 35 avec As-Dame, 40 avec As-Roi. Et quand il open 20, c'est plus un limp qui veut pas se faire ISO. Et du coup, s'il a peur de se prendre sa coche, eh ben autant lui mettre une sacoche. Et en fait, c'est comme ça qu'on limite la variance en live, c'est en prenant des spots préflop où on peut générer quasiment 99% de FE avec un sizing qui sera adapté à ce qu'on souhaite accomplir. Typiquement, ici, l'idée, c'est d'ISO hyper cher pour s'assurer un flash and fold et donc, du coup, d'aller gagner tranquillement quasiment 40 €. Et en fait, ce qui va influer dans notre prise de décision, ça va être le niveau des joueurs en SBBB UTG1. En général, les joueurs qui font des options, c'est pas des joueurs compétents, parce que le mec qui fait option, c'est en termes de win rate, c'est catastrophique. C'est EV moins de l'espace. Mais c'est des gens qui veulent de l'action. Donc déjà, on peut considérer, est-ce que l'overcall est bien, si on sait que le mec est en option, il squeeze Anytoo. Ben, 5-5, c'est... Contre Anytoo, c'est pas mal, mais est-ce qu'on n'a pas des meilleures mains à jouer contre Anytoo? Et est-ce que, du coup, si on 3-bet, est-ce que l'option va être aussi agressif? Donc, il y a ces questions à se poser. Et donc, on peut overflat si lui est assez loose et très mauvais post-flop, parce que pour les fois où on va hit, ça va nous rapporter une tonne. Et pareil, si SBBB est assez loose aussi. Si on joue 5 way, ça va, quoi, c'est pas trop dérangeant de jouer 5 way, ce genre de main. Sachant qu'il y aura pas vraiment de 9-9-10-10, valet-valet, de combos contre lesquels on fera 7 versus 7. Parce que ça peut clairement ISO / squeeze. Et donc ici, il faut prendre tous ces paramètres en compte pour se demander quelle est la meilleure décision, comment le lever de notre move va fluctuer en pratique par rapport à la théorie. Sachant qu'ici, je pense que si on met 120, 110, quoi, il y a un monde où Hijack, en fait, il défend jamais, parce que du coup, toutes ses mains plus strong, il les aurait open plus cher, mais ça, c'est des infos qu'il faut récolter en amont. Et du coup, on peut générer quasiment, pas 100% de FE, parce qu'il y a quand même les gens qui peuvent avoir des premiums ici, mais ça, c'est pareil. En général, SBB option, ils regardent leurs mains au moment où les cartes sont distribuées. Donc, nous, on doit pas être focus sur ce qui se passe sur notre droite, mais être focus sur ce qui se passe sur notre gauche. Récolter l'information, si le vilain est intéressé par les mains qu'il vient de voir. C'est assez facile. En général, les gens sont sur leur téléphone, et du coup, s'ils regardent leurs mains, et qu'ensuite ils reprennent leur téléphone, c'est clairement, on est sûr à 100% qu'il va pas jouer les coups. Versus agression. Si le mec est en train de regarder son téléphone, regarde ses mains, range son téléphone, tripote ses jetons, c'est qu'il est intéressé. Donc on peut juger de la force de sa main juste en regardant la manière dont il regarde ses cartes. Donc on peut vraiment se retrouver dans des situations EV plus de l'espace par rapport aux informations qu'on récolte, et c'est pour ça qu'en live, on peut vraiment limiter la variance en prenant des décisions qui sont complètement what the fuck. Si par exemple on a l'info qu'ici il fold tout,
versus 3 bêtes, bah en fait, on s'en fiche d'avoir une main qui soit aussi forte entre guillemets que 5-5, parce que si on target 89% de FE, valet 3 off fait le même job. Attends, je te rappelle. Mais non, mais c'est exactement ça. Les mecs, s'ils ont vraiment une premium, leur respiration elle commence à s'accélérer, donc on va le voir. Et en plus de ça, il faut toujours regarder, parce que si vilain tank call ou snapfold, alors qu'il a eu telle ou telle réaction, on en tire des conclusions pour les fois d'après. Et du coup, si on a l'info, ben, on peut open any2, on peut 3-bet any2 versus un sizing tail de l'open raiser, etc., etc. Donc, ici, un valet 3 off pourrait être EV+, à 3 bêtes. Clairement. Parce qu'on sait qu'Hijack, il open la force de sa main. C'est en général ce qui se passe. Et on sait que l'option, bon, bah voilà, c'est une baleine, mais pas trop. Au pire des cas, on aura toujours de la jouabilité post-flop avec peu importe des combos, parce que s'il est trop loose, on va avoir de la FE sur tout un tas de textures, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de range prédéfini, et si on se pose la question de comment le lever fluctue en pratique comparé à la théorie, en live, on peut s'apercevoir que ça fluctue énormément. Énormément. Donc, faire attention. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est la clairvoyance des vilains. Si on iso tous les boutons, si on iso valet 3 off, logiquement, on va iso les tonnes. Dans ce cas-là, il y a une légère clairvoyance qui va s'opérer dans le cerveau des vilains. Ils vont comprendre qu'on est agressif, donc ils vont moins open, ou ils vont, en tout cas, moins open fold. Donc, il faut contrôler et rester rigoureux sur ça pour que la fluctuation des EV sur les spots futurs ait un impact également de manière importante. Donc, c'était ma petite débrief. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, il y a Mozart qui m'a contacté suite à mon dernier stream actu, où je parlais de Poker Live. Il me demandait, voilà, il aimerait bien se lancer et tout et tout. Mais je pense que sur les vidéos que Baki propose, la qualité des reviews est assez cool, donc je vous invite à aller regarder si vous aimez bien le Poker Live. Moi, j'ai pas tout regardé récemment, mais je pense que je vais rattraper mon retard parce que je trouve ça vraiment cool, toutes les expos qu'il propose. Ce spot-là, il est intéressant, et tous les spots sont intéressants, et le mec qui a été stacké, qui du coup est pas du tout un pro, hein, et a déjà un thinking intéressant. Pareil avec son As-3, juste après, il se retrouve dans la situation où il dit, bah, je suis un peu obligé de call, j'ai flush draw, runner. Mais qui dit, ouais, mais attends, préflop, c'est quoi la range du gars? Si c'est roi plus, t'es jamais obligé de comprendre, encore une fois, que les ranges sont différentes, et en fonction des ranges qu'on attribue, les décisions sont plus évidentes, et on n'est jamais obligé de quoi que ce soit. Donc voilà. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, et sinon, je vais rendre l'antenne. Et je vais même essayer de raid une chaîne pour soutenir les gens qui Twitch. Je vais regarder qui est en ligne. Donc si je vous balance vers une autre chaîne YouTube, c'est juste pour une autre chaîne Twitch, c'est juste parce que c'est un peu le jeu du Twitch game que de se raid les uns les autres. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Vous nous retrouvez si vous le souhaitez à 16h30 avec Benoît et le joueur MTT, Sburnoz. Et sinon, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Alors, qui c'est que je vais raid? Matt the Star, je l'aime pas trop. John Wayne, je connais pas. Je vais le raid. Je sais pas ce qu'il propose, il a l'air de jouer sur America Card Room. Écoutez, j'ai lancé un raid. Désolé de vous balancer à gauche à droite comme ça, mais c'est un peu le jeu. Et en tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous. Allez, ciao, ciao.